Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est considéré comme le favori de la primaire écologiste pour la présidentielle, mais les militants verts ont parfois tendance à couper les têtes d'affiche. Qui est Yannick Jadot ? Quel est son parcours ? Et pourquoi croit-il aujourd'hui sérieusement en ses chances de représenter les écologistes en 2022 ? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Émilie Torgemène, spécialiste environnement au sein du service société, et Julien Dufay du service politique. Julien Dufay, avec Émilie Torgemène, on va raconter qui est Yannick Jadot, le favori de cette primaire écologiste. D'abord, comment va se dérouler cette consultation ? C'est un vote en ligne qui va se dérouler en 2 temps sur un site qui s'appelle lesécologistes.fr. Un premier tour qui va être organisé du 16 au 19 septembre et un très probable second tour du 25 au 29 septembre. Qui vote ? C'est ce qu'on appelle une primaire ouverte, donc c'est-à-dire que c'est ouvert non seulement aux militants d'Europe Écologie qui sont à peu près 15 000, mais c'est aussi ouvert à tout un chacun à partir de 16 ans sur inscription donc sur ce site dont j'ai parlé, en déboursant 2 €, en signant une charte des valeurs écologistes et républicaines, on peut voter et désigner son candidat. Qui sont les candidats à part Yannick Jadot ? Par ordre alphabétique, on a Delphine Batho, qui est ex-ministre de l'écologie de François Hollande, qui est maintenant présidente de Génération Écologie, un petit parti. On a l'élu niçois centriste Jean-Marc Governatori. On a aussi le maire EELV de Grenoble depuis 2014, Éric Piolle. Et puis enfin, on a Sandrine Rousseau, qui est universitaire et ex-numéro 2 de EELV. D'un mot, est-ce que vous pouvez nous décrire physiquement Yannick Jadot ? Il est très grand, il mesure 1m91. Il a des yeux bleus, il a un aspect assez massif. Et il est comment, en vrai, quand vous lui parlez ? Il est plutôt d'un abord sympathique. Après, il a du caractère et quand il est pas content ou en colère, il se gêne pas pour le dire. Émilie Torgemène, Yannick Jadot est le père de 2 garçons qu'il a eu d'une précédente union. Il a 54 ans, il est né le 27 juillet 1967 à Clacy-et-Thierry, une commune rurale de l'Aisne. Qu'est-ce que l'on sait de sa famille ? On sait que ses 2 parents, son père et sa mère, sont instituteurs. Il a beaucoup raconté qu'en fait, il vient d'une famille de gauche. Son père tractait pour Mitterrand. Toute sa famille a pleuré en 1974 lors de sa défaite. Ce qu'il raconte aussi de son enfance, c'est qu'il est le plus jeune d'une fratrie de 4 garçons. Et il parle souvent de sa chambre d'enfant dans laquelle il avait un poster de baleine de Greenpeace, déjà enfant, et un poster de footballeurs, notamment le défenseur de Saint-Étienne, Dominique Rocheteau, qu'on appelait l'ange vert, donc comme si c'était un peu prédestiné. Il part étudier à Paris, à Dauphine. Il habite avec son frère dans une chambre de bonne et il s'investit dans une association étudiante. Il ne choisit pas l'UNEF, qui est un peu le débouché naturel pour les familles socialistes. Il s'investit dans une association qui s'appelle la Déferlante. En 1986, il manifeste, comme beaucoup d'étudiants, contre le projet de loi Devaquet qui proposait d'avoir une sélection des étudiants à l'université, particulièrement à Dauphine. Et son engagement est vraiment marqué lors de la mort de Malek Oussekine. Donc c'était en décembre 1986. Un jeune homme a été tué après des manifestations, c'était de nuit et c'était un cas de violence policière qui a soulevé la France. Yannick Jadot était étudiant à Dauphine et il raconte que quand on lui a appris cette triste nouvelle le lendemain matin, tout ce qu'on savait de Malek, c'est qu'il avait une carte du club de sport de Dauphine et donc des étudiants de la Déferlante de son association lui ont dit c'était un gars de chez nous, c'était à nous de nous mobiliser et Yannick Jadot a donc tracé le parcours des manifestations, des premières marches silencieuses dans sa petite chambre de bonne. Un dernier défilé de la Sorbonne à la Bastille pour Malek Oussekine, 30 000 étudiants et lycéens, parfaitement silencieux, parfaitement dignes. Aucun cri, aucun slogan, pas la moindre banderole. Les graffitis sur les murs parlent d'eux-mêmes. Dans les années 90, il part à l'étranger. Il part d'abord en 1991 au Burkina Faso. Alors, il est coopérant international et il s'occupe des questions agricoles là-bas. Et puis, quelques années plus tard, en 1993, il part cette fois au Bangladesh. Il va représenter un bureau de la Commission européenne et il va s'occuper d'une question sociale très dure, celle des prostituées du Bangladesh. Et certaines sont très jeunes, jusqu'à 10 ans, et il dit que c'était l'horreur absolue.
Il rejoint ensuite une ONG qui s'occupe d'agriculture, Solagral, et grâce à cela, il va rencontrer des grandes figures écologistes ou altermondialistes. Il va rencontrer notamment le pape de la contestation altermondialiste qui est José Bové. Il sera à Seattle dans les contre-sommets. Il sera à Porto Alegre, donc c'est pareil, c'était le contre-sommet face à Davos. Il va arracher des plans d'OGM avec ce même José Bové. Donc oui, il est en plein dans le mouvement altermondialiste. Yannick Jadot prend sa carte chez les Verts en 1999 et en 2002, il est recruté par l'ONG Greenpeace. Oui, la scène est plutôt amusante, elle se passe dans un train et il rencontre Bruno Rebel. Bruno Rebel, à l'époque, c'est le président de Greenpeace qui le débauche dans ce train et qui le catapulte directeur des campagnes pour Greenpeace. Qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Il s'occupe à la fois du lobbying en France auprès du gouvernement ou au Parlement européen, mais aussi il s'occupe des actions coup de poing qui sont les signatures de Greenpeace. L'action la plus connue pour Yannick Jadot, c'est celle de l'île Longue. Elle est très connue parce qu'elle a été filmée pour un documentaire. Il faut imaginer une petite équipe de Greenpeace dans un bateau qui essaie de débarquer sur l'île Longue. Beaucoup d'animations devant la base militaire de l'île Longue. Nous sommes le 15 mai 2005. Objectif des militants, procéder à une inspection citoyenne dans la base des sous-marins nucléaires. Donc c'est une île dans la rade de Brest où sont stockés les missiles nucléaires français. Et cette petite équipe a décidé de faire une inspection citoyenne puisque Greenpeace veut alerter sur la prolifération des armes nucléaires. Sauf qu'évidemment, ça ne se passe pas du tout comme prévu. La marine ne se laisse pas faire, ne se laisse pas approcher. Un hélicoptère survole le bateau de Greenpeace. Alors, les quelques militants, dont Yannick Jadot en tête et en proue du bateau, évidemment, ne se démontent pas. Ils montent sur un Zodiac et ils foncent sur l'île. Et ils sont immédiatement ou presque interceptés par 2 Zodiacs bien plus puissants. Yannick Jadot est mis en joue par des commandos de la marine, c'est quand même assez impressionnant, et il sera condamné à l'issue de cette petite excursion aquatique. Il sera condamné à 2 000 € d'amende et 2 mois de prison avec sursis pour atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Émilie Torgemène, en 2007, toujours avec Greenpeace, Yannick Jadot participe au Grenelle de l'environnement, une concertation lancée par le président Nicolas Sarkozy qui s'étale sur plusieurs mois entre septembre et décembre. Oui, Yannick Jadot amène Greenpeace en fait à la table des négociations et c'est parce que probablement, il amène cette association vers des terrains plus réformistes, alors que Greenpeace est vraiment connu pour être l'association environnementale contestataire par excellence. Alors pendant cet épisode, on dit beaucoup de bien de lui, puisqu'en fait, ça va être un des porte-parole de la Confédération des ONG environnementales qui sont invitées. Sauf qu'on dit aussi qu'il a beaucoup pris la lumière. Et l'un de ses collègues, Arnaud Gossement, qui à l'époque représentait la FNE, donc une autre grosse association environnementale, raconte de manière assez savoureuse que, alors que toutes les associations, à la fin de ce grand Grenelle de l'environnement, essayaient de se mettre d'accord sur un communiqué de presse commun, il voit partir Yannick Jadot devant, dans la cour, qui répondra tout seul face caméra, et donc il prendra effectivement toute la lumière sur lui. Il faut être sûr que ce qui est décidé soit sérieux, à la hauteur des ambitions. Et voilà, on avance. Avec des proches de Nicolas Hulot, qu'il a rencontré pendant le Grenelle de l'environnement, justement, il participe 2 ans plus tard, en 2009, à la création d'un nouveau parti. Ce sont Jean-Paul Besset et Pascal Durand et une personnalité assez connue des Français qui est Daniel Cohn-Bendit. Ils créent un parti, Europe Écologie Les Verts. Cette année-là, aux Européennes, Europe Écologie Les Verts réalise un très bon score. Mais la grande surprise de cette élection, c'est la percée d'Europe Écologie qui prend la 3e place à 35 000 voix à peine derrière le Parti socialiste. Les écologistes doivent maintenant transformer ce succès électoral en mouvement politique durable. Un score historique avec plus de 16% des voix. La liste est à l'époque menée par Daniel Cohn-Bendit. Et en tout, ils vont envoyer 14 eurodéputés au Parlement européen, ce qui est autant que les socialistes, donc qui est une vraie performance. Et donc il y a une euphorie dans le camp écologiste. Et c'est grâce à cette élection que Yannick Jadot devient pour la première fois député européen. Julien Dufay, en 2011, à l'approche de la présidentielle, avec d'autres eurodéputés, il va barrer la route de la femme forte des Verts, Cécile Duflot. Cécile Duflot vient d'être réélue à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, il y a une guerre larvée qui va s'installer entre Cécile Duflot, qui est à Paris, et puis le groupe d'eurodéputés qui est à Bruxelles. Une guerre larvée qui va aboutir à ce que Yannick Jadot, qui va être à la manœuvre, va pousser la candidature d'Eva Joly, la magistrate, pour barrer la route en fait à Cécile Duflot et qu'elle ne se présente pas à la présidentielle.
Yannick Jadot devient porte-parole d'Eva Joly, mais ça ne va pas durer. Oui, puisqu'on est en novembre 2011 et la candidate Eva Joly commence à tirer à boulet rouge sur le Parti socialiste. Et à partir de ce moment-là, les liens vont se distendre avec Yannick Jadot. Et dans un tweet assez lapidaire en novembre, il va abandonner son poste de porte-parole, la lâcher en race campagne. Il dit qu'il est en désaccord avec la ligne politique. Et puis on apprendra plus tard qu'en fait, ça se passait pas très bien au sein de l'équipe d'Eva Joly. Pour lui, il se sentait mis à l'écart. Ayant soigneusement pris soin de ménager les socialistes, quand François Hollande est élu président le 6 mai 2012, Yannick Jadot espère faire son entrée au gouvernement. Oui, il espérait vraiment être ministre, il pensait que son heure était venue. Le problème, c'est que Hollande, il va faire appel à la chef du parti, à Cécile Duflot, qui, en rétorsion du fameux épisode de la candidature à la présidentielle, ne va évidemment pas proposer le nom Yannick Jadot, mais proposer le sien et celui de Pascal Canfin pour entrer au gouvernement, ce qui va être le cas. Et donc là, il le prend très mal. Oui, ça va être une vraie claque, il va très mal le vivre et ça va être une blessure qui va le suivre. Le 1er novembre 2016, il remporte la primaire d'Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle de 2017, en battant notamment Cécile Duflot. À cette période, Émilie Torgemène, l'une de ses interventions au Parlement européen a été très remarquée, intervention le 27 octobre. Il parle d'une question assez technique, un traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada qu'on appelle le CETA. Pas vraiment de quoi déclencher l'intérêt des foules. Et en fait, si, parce qu'il va adresser une diatribe à tous les dirigeants européens, notamment Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission européenne à l'époque. Madame la Présidente, Monsieur Juncker, Monsieur Tusk, vous parlez au nom des salariés sur le CETA. Écoutez les salariés, ils ne veulent pas du CETA. Et en une minute, un peu plus d'une minute peut-être, il mêle des sujets assez techniques, mais très concernants de l'écologie, à savoir l'extraction du pétrole au Canada, mais aussi peut-être l'arrivée de viande qui pourrait être javélisée du Canada. Tous ces sujets très concernants et qu'il connaît sur le bout des doigts. Avec ce modèle européen que vous portez, de circulation sans entrave, des biens, des marchandises, des investissements, mais des barbelés, des murs et des camps pour les personnes, vous déroulez le tapis rouge de l'extrême droite et de tous les nationalismes. Ayez le courage d'aller devant la Cour européenne de justice sur le CETA. Soyez cohérents avec vos propos, allez devant la Cour européenne. La vidéo va faire 2 millions de vues. Malgré ce coup de projecteur, il ne décolle pas dans les sondages et en 2017, en février, il renonce finalement à se présenter et il se range derrière le candidat PS, Benoît Hamon, le socialiste qui ne rassemblera que 6% des suffrages au premier tour de la présidentielle. Julien Dufay, on fait un saut dans le temps de 2 ans, le dimanche 26 mai 2019, au soir du 2e tour des européennes. Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts, jubile. Bonsoir. Il est dans un bar, un bistrot branché de l'Est parisien, c'est la soirée électorale. Il jubile parce que la liste qu'il emmène aux européennes est arrivée 3e. Nous sommes ce soir la 3e force politique. Après celle du Rassemblement national et celle de la majorité présidentielle. Et là encore, c'est une performance pour les écologistes. Il rassemble environ 13,5% des suffrages. Est-ce que ce résultat est meilleur que celui de Daniel Cohn-Bendit en 2009 ? En pourcentage, il est moins bon, mais en valeur absolue, il va rassembler 3 millions d'électeurs. C'est 200 000 de plus que Daniel Cohn-Bendit. Et c'est aussi ce qui va un peu le pousser à penser à la présidentielle, évidemment. Le soir même, pour la première fois, il se montre devant les caméras aux côtés de sa compagne. Yannick Jadot est généralement plutôt discret sur sa vie privée et là il va s'afficher avec sa compagne Isabelle Saportac, journaliste spécialisée des questions d'environnement, éditrice chez Fayard. Il va la remercier à la fin de son discours. Dans tous les choix difficiles, comme dans tous ces moments d'enthousiasme, rien n'aurait été possible sans ma compagne. Vive l'écologie, vive l'Europe, vive la France. Et il va se faire prendre en photo, des photos qui paraîtront d'ailleurs dans Paris Match. Voilà, c'est complètement nouveau pour lui.
Certains dans son parti l'accusent, pour être clair, d'avoir pris la grosse tête après les européennes. On l'accuse d'avoir pris le melon, comme on dit, c'est l'expression utilisée, d'être trop perso, de la jouer solo, de considérer le parti comme quantité négligeable. En fait, à cette époque, il a déjà la présidentielle en tête. Il multiplie les apparitions médiatiques sur les plateaux télé et ça passe assez mal au parti ou chez une partie des cadres qui mettent le collectif avant tout. Le dimanche 28 juin 2020, c'est le second tour des municipales. Les Verts gagnent plusieurs grandes villes, Lyon, Bordeaux ou encore Strasbourg. 10 grandes villes sont aujourd'hui entre les mains d'Europe Écologie Les Verts, avec un doublé pour Strasbourg. Ils ont remporté la ville et la métropole. Julien Dufay, on en vient aux événements plus récents. En février dernier, Europe Écologie Les Verts commence à préparer la prochaine présidentielle. Une primaire est dans les cartons, mais Yannick Jadot n'est pas très pour et il le dit dans une interview accordée aux Parisiens. Il dit en substance qu'il est loyal à son parti, mais qu'une primaire, si c'est une primaire identitaire, c'est-à-dire une primaire de congrès qui ne s'ouvre pas sur le reste de la gauche et voire au-delà, c'est une primaire voie à l'échec, puisque c'est une machine à perdre qui ne pourra pas le porter à une dynamique jusqu'à l'Élysée, ce qui est évidemment son ambition. En résumé, pour lui, une primaire, ce n'est pas désigner le plus écologiste des écolos, c'est ça ? Non, ce serait plutôt désigner le plus présidentiable des écolos. Il connaît très bien l'histoire de son parti. Il sait que les écologistes ont une réputation en fait, de coupeurs de tête, puisque en 2011, Nicolas Hulot, favori de la primaire, est écarté. Et en 2016, Cécile Duflot est écartée au profit d'un certain Yannick Jadot, qui était alors outsider. Dans les mois qui suivent, il essaie de réunir la gauche. Que fait-il précisément ? Dans une salle d'un hôtel, il va réunir des grands responsables des forces de gauche. Il y a Anne Hidalgo, la maire de Paris, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, le numéro 1 des écologistes Julien Bayou, des responsables du Parti communiste, un député France Insoumise qui représente Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a tout le spectre de la gauche qui est réuni dans cet hôtel. Ça va donner lieu à une belle photo de famille, des propos d'Olivier Faure sur la nécessité d'une candidature commune, écologiste et socialiste. Le socialiste Olivier Faure est donc pour se ranger derrière un candidat écologiste. Qu'est-ce que ça va donner au bout du compte ? Ça va être un feu de paille, puisque 2 mois plus tard, on a les régionales, où les socialistes font une belle performance. Ils réussissent à conserver les 5 régions où ils étaient présidents. Et à partir de ce moment-là, Olivier Faure, il va dire que selon lui, donc, une candidature commune est toujours souhaitable, mais qu'elle doit se faire derrière le Parti socialiste, qui est devenu la force motrice de la gauche. Juste après le second tour des régionales, le maire vert de Grenoble, Éric Piolle, annonce qu'il est candidat à la primaire écologiste. Et le lendemain, le mercredi 30 juin, c'est au tour de Yannick Jadot de se dévoiler dans le 20h de TF1. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir Gilles Boulot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plusieurs responsables politiques, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, ont déclaré officiellement qu'ils étaient candidats à l'élection présidentielle de 2022. Et vous, est-ce que vous êtes candidat ? Je suis candidat à l'élection présidentielle parce que j'aime la France. Il dit qu'il a toujours été fidèle à sa famille et donc qu'il s'inscrira dans la primaire des écologistes. En fait, on sait qu'il a longtemps hésité à partir seul. Il ne voit pas d'un très bon œil cette primaire. Mais en fait, il peut difficilement faire autrement. Il a besoin de son parti, du soutien logistique, financier, des militants. Il ne peut pas faire autrement. Du 19 au 21 août, les Verts sont réunis à Poitiers pour leur université d'été. Que vous disent les militants que vous rencontrez ? Ils sont plutôt raisonnables, c'est-à-dire qu'il y a des militants de chaque écurie, entre guillemets, mais on essaie de ne pas se tirer dans les pattes. En fait, tout le monde pense que 2022, c'est l'heure d'un président écologiste. Et donc, on implore les candidats de ne pas faire de chicaya, de se tirer dans les pattes, qu'il faut avoir un esprit de responsabilité. Dans les jours qui suivent, l'une des candidates à cette primaire, Sandrine Rousseau, se fait remarquer, ex-numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts. Elle avait claqué la porte en 2017 après l'affaire Denis Baupin, ce responsable vert accusé d'agression ou d'harcèlement sexuel par plusieurs femmes, dont elle-même. Julien Dufay, Sandrine Rousseau tient des propos qui ne laissent pas indifférent. Elle assume sa radicalité, clairement. Elle est écoféministe, elle le revendique. Elle appelle à la fin d'une époque de souillure, ce sont ses mots. Elle dénonce un système où on utilise et où on jette le corps des femmes, le corps des racisés, comme on utilise ou on jette les ressources naturelles. Elle fait le parallèle entre les deux. Ça plaît à une partie des militants ? Oui, il y a un certain enthousiasme chez une partie des militants, chez qui ces thèses vraiment font écho. Mais évidemment, ça inquiète aussi
certains responsables écologistes qui, eux, plaident pour une écologie de gouvernement et où on la trouve un peu trop radicale. Julien Dufay, le vendredi 3 septembre, Le Parisien reçoit un sondage réalisé par l'Institut Ipsos Sopra Steria en partenariat avec France Info pour la présidentielle 2022. Et en ce qui concerne la gauche, il est clairement plutôt favorable à Yannick Jadot. Il y a deux aspects dans le sondage. Il est d'abord testé comme candidat potentiel écologiste au premier tour de la présidentielle. Et là, il est premier candidat à gauche avec 10% devant Anne Hidalgo et devant Jean-Luc Mélenchon. Et il est considéré comme le meilleur candidat écologiste par 47% des Français et 69% des sympathisants EELV, écologistes. Donc on peut dire qu'à la vue de ce sondage, il écrase le match. Le premier débat entre les candidats à la primaire chez les Verts est organisé le dimanche 5 septembre sur France Inter et France Info Télé. Julien Dufay, pendant ce débat, quel est le message de Yannick Jadot? Qu'est-ce qu'il répète? Alors son premier message, c'est de dire qu'il ne faut pas s'attaquer entre nous. Son deuxième message, c'est de peaufiner cette image de rassembleur. Et puis il conclut par une phrase qui résume assez bien le personnage. Il dit « La radicalité de l'écologie aujourd'hui, c'est de gagner l'élection présidentielle. » On parlait de ce sondage pour Le Parisien et France Info qui lui semble favorable. Malgré tout, cette primaire reste indécise? Oui, elle est indécise parce que on a parlé du sondage, mais ce sondage il est sur l'ensemble des Français ou l'ensemble des sympathisants. Or, le corps électoral de cette primaire, il va être beaucoup plus restreint. On est quand même sur des militants ou alors des sympathisants très actifs. Et ces sympathisants, ils peuvent être séduits par un Éric Piolle, par une Sandrine Rousseau et sa radicalité, alors que Yannick Jadot, il s'adresse à un public entre guillemets plus large. Merci à Émilie Torgemène et Julien Dufay. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Timothée Croizan-Cessina, Sarah Amni et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.